Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions publiques. C'est le direct ici à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vous savez que dans cette émission, nous avons toujours l'habitude de recevoir des grandes personnalités, des Congolais qui viennent réfléchir sur des questions des leurs. Aujourd'hui est une émission spéciale parce que nous allons recevoir un digne fils du Congo. Lui, il vient de l'Angleterre. Venu au Congo, il a un grand projet, un bon projet qui va nous faire la démonstration tout à l'heure pour savoir ce dont la RDC va bénéficier. Il vient pour apporter un plus pour Kinshasa, un plus pour Kasumbalesa, un plus pour les imprimés de valeur. J'ai entendu parler, j'ai eu les informations. Aujourd'hui, je veux décrypter de fond en comble le projet de l'ingénieur Sylvain Moubenga, qui est avec nous sur ce plateau. Par rapport à votre projet ici et ce dont vous voulez nous faire la démonstration, je réitère ma question. Vous en êtes où avec la partie congolaise pour nous faire des passeports, pour nous faire des cartes d'identité, des permis de conduire que je vois qu'on a vu ici, pour digitaliser Kinshasa pour que les recettes puissent augmenter. Vous en êtes où avec l'État congolais? On n'en est nulle part parce que c'est toujours la lenteur. On n'est nulle part. Vous allez vous présenter un projet, vous présentez et vous ne demandez même pas qu'ils investissent. Parce que c'est ça en fait le problème. Le problème c'est que vous venez, vous leur dites que ok, on amène ça à la technologie et on amène aussi les capitaux. Ok, on amène la technologie et on amène aussi, on amène la technologie et on amène aussi les capitaux pour investir. Et l'État va gagner et nous aussi comme investisseurs, nous allons aussi gagner. Mais l'État n'a pas réagi? L'État ne veut pas? Ce n'est pas que l'État. Oui, il faut un petit 50 ou 100 000 d'abord. Bon, je ne sais pas trop. Au Congo, il faut un petit 50 000 ou 100 000. Je ne sais pas trop, mais si on est décidé à passer public, c'est juste maintenant pour interpeller en fait les décideurs. Pour interpeller les décideurs, interpeller le président de la République, interpeller le ministre des Finances, interpeller les DG de la DGDA, interpeller le gouverneur de la ville, pour leur dire que le projet sont là. La technologie est là avec les ingénieurs ou avec le Congolais. Donc un Congolais, quand il vient investir dans ce pays, il connaît les réalités, il connaît tout ça, il vous apporte la même technologie qu'un blanc peut vous apporter, supportez vos frères. Le président a dit, il veut créer de millionnaires congolais, il veut créer des entreprises congolais. Mais la technologie est là. Donc une technologie en fait à pic. Donc la même technologie déployée aux pays occidentaux, c'est la même technologie qu'on vous amène ici. Exactement, qu'on vous amène ici. Et puis on n'a pas aussi des références qui sont cachées. Nos références sont ouvertes. Tu veux connaître M. Sylvain, je suis en ligne. J'ai mon entreprise qui fonctionne en Angleterre. Je paye mes taxes à l'État anglais. Tu vas et tu veux connaître mes références. J'ai des entreprises, beaucoup d'entreprises privées, publiques que j'ai travaillé avec, mondiales, que tu peux appeler et vérifier. Donc nous sommes des gens vérifiables et tu peux vérifier. Tu veux des informations, tu vérifies et tu trouves que c'est vrai et c'est tout. Donc ce n'est pas des choses cachant ou caché, on te donne des identités qui ne sont pas même la nôtre. Donc nous sommes ouverts en tout cas. Ouverts et au nom de l'expérience avérée. Tu appelles des banques, des investissements, des grosses boîtes de télécom comme Cisco, Ericsson et tout ça et ils te donnent des références. Alors vous avez déjà vu qui ici et ça a bloqué? On a vu presque beaucoup de décideurs en fait. Si je peux vous dire par exemple, on a vu du ministre, on a vu aussi... le ministre de quoi? On a vu d'autres, on a vu plusieurs personnes. Vous êtes en direct, hein? Je ne vais pas vraiment m'attarder sur des questions politiques. Vous avez peur de... Non, vous avez vu tel ministre, tel ministre. Non, je suis politique, je suis en fait la politique, mais pour juste votre information, c'est que déjà quand on parle du passeport, le passeport c'est lié déjà au ministère des Affaires étrangères. Quand on parle par exemple de la carte nationale d'identité, c'est lié déjà au ministère de l'Intérieur. Quand on parle par exemple du permis de conduire, c'est déjà lié au ministère des Transports. Donc ça veut dire que tous ces services-là, on ne peut pas venir présenter quelque chose sans pour autant présenter des propositions à des instances bien appropriées. Donc je ne me focalise pas à la politique, mais ce que moi je demande, c'est juste qu'on a des produits de la technologie. Je vais vous aider comme vous focalisez. Les investissements, oui. Fidèles téléspectateurs, voilà un digne fils du Congo, de la diaspora, qui n'est pas venu à Kinshasa chercher du travail, mais il apporte du travail avec deux partenaires, avec toute la démonstration qu'il nous a fait ici. Aux autorités d'agir.
ce que j'ai dit de la politique? Non, ça c'est bien dit. C'est bien Parce dit. que c'est bien dit. Vous n'êtes pas venu chercher du travail. Vous êtes venu créer des choses pour donner du travail aux Congolais. Clarifions, chercher le travail déjà pas. Parce que... Il y a des gens qui étaient venus avant vous qui ont cherché du travail. Non, je ne travaille pas. Je suis bien connu et je travaille avec des banques d'investissement, là où je suis, à Nationwide. Je travaille avec Ericsson, je suis consultant là-bas et je suis aussi consultant dans une boîte nucléaire en Allemagne. Donc, boulot déjà, il n'y a pas trop. Vous vous retrouvez déjà suffisamment. Je ne pense même pas que le poste de ministre m'intéresse. Donc, ça, c'est clair. Yeah. Voilà, donc nous avons une fils qui est venue apporter des capitaux frais et des investissements. Je demande aux autorités, au ministre, au VPM de Lutundula, parce que ça a commencé avant lui, le projet. Lui, il est à peine venu. Ouais, tout ça a commencé avant le ministre de Transport, Chérubin Kende, qui est là, le ministre de l'Intérieur. Si on peut aider les Congolais, ce sera une bonne chose. Si on peut, déjà les passeports, c'est un domaine de souveraineté. Souveraineté, permis de conduire. Souveraineté, carte nationale d'identité, souveraineté. Voilà, quelqu'un est là qui dit qu'il va nous donner le passeport au même prix que Fatih Béton ou à bas prix. À bas prix. Avec Fatih Béton, c'est 99. C'est 100 $, hein, avec Fatih Béton. Déjà, si ça va être fabriqué ici au Congo, imprimé à l'hôtel des monnaies, chez nous par exemple en Angleterre, un passeport ça te coûte à 75 $. Ok? 75 livres. Donc ça veut dire qu'un passeport doit être délivré à bas prix si c'est fabriqué localement. Nous voulons digitaliser l'hôtel des monnaies pour leur permettre d'imprimer l'objet de valeur. C'est tout, c'est clair. Il n'y a pas... Moins de 100 $. J'ai dit moins. Emmanuel, il faut prendre l'invité. Moins de 100 $. J'ai dit ça va être moins. On vous suit, vous êtes à la télévision. Hein? Je vous ai donné les prix du passeport dans d'autres pays occidentaux, c'est ça, non? Parce qu'un passeport déjà en Angleterre, si ça te coûte 75, pourquoi pas les livrer aussi au Congolais à moins cher si ça va être imprimé ici au Congo. D'accord. Alors, autre aspect, c'est des questions qui ont fait bouger tout le monde, hein, dont le réalisateur me fait citer, parce que vous maîtrisez quand même le secteur. Ça brûle à Kinshasa, hein, pendant qu'on parle de l'investissement. Dossier RAM. Tu ne veux pas qu'on laisse ce qu'on a déjà parlé? Oui. Je pense qu'on a discuté de ça. Oui, j'aimerais vraiment que le Congolais, qui vous suive en direct, qui puisse goûter à ce dont nous avions discuté. Ok. Dossier RAM. Là, vous êtes en direct. Et c'est spécial. Yeah. Dossier RAM. Que pensez-vous de RAM? Comment ça se passe chez vous en Angleterre? Ici, chez nous, on ponctionne dans des téléphones. On ponctionne. Ouais. Et les Congolais n'en veulent pas. Bon, on nous dit qu'en Angleterre, en France, ça se passe comme ça. Vous êtes spécialiste de la question. Dites-nous, quel est votre avis sur le dossier RAM et même sur le travail de l'ARPTC? Bon, premièrement, je vais essayer juste de corriger un peu. Je ne suis pas spécialiste de la question RAM, parce que RAM, ce n'est pas une technologie. Okay? En fait, RAM, c'est une... C'est la question électronique et digitale. Yeah, RAM, c'est peut-être une innovation congolaise qu'on veut faire payer en arrêt de vente sous la taxe aux citoyens. Et on a créé ce concept en fait des RAM. Mais moi, je suis ingénieur en électronique et en télécommunication, en fait, et j'ai travaillé dans plusieurs boîtes de télécommunications. En fait, sur ce qui est réseau, mobile et tout ça, je me connais en fait parfaitement parce que j'étais parmi la première équipe qui a délivré... Ouais, j'étais parmi la première équipe qui a déployé le réseau 4G dans le monde. Donc, j'étais parmi cette équipe. Le réseau 4G. 4G en fait. Donc, 4G, 4G. 4G c'est en anglais, 4 c'est 4, le réseau en 4G. 4G. Bon, en fait, ouais. Nous avons 4G ici aussi. Bon, exact. Donc, ça, c'est en fait... On va y arriver. On va y arriver. C'était une joint venture entre une entreprise allemande en fait, qui s'appelle T-Mobile et Orange qui est français. Ils se sont mis ensemble pour créer Everything Everywhere. Donc, on a travaillé sur le projet 4G, on l'a déployé en Angleterre. C'était en fait la première. Bon, juste pour ne pas s'attarder sur ça, juste faut se focaliser sur la question des RAM. Je vais aborder votre question sur deux volets. Pourquoi deux volets? Je vais dire, vous m'avez posé, est-ce que la RAM est une bonne chose ou pas? Je vais dire oui ou non. Ok. D'abord, pourquoi non? Pourquoi la RAM n'est pas bonne? Parce que les raisons avancées ne sont pas valables. Ça ne tient pas debout. Pourquoi ça ne tient pas debout? Je vais juste prendre une petite explication. Mais il faut détecter les appareils foutus. Il faut détecter les appareils foutus. Exactement. La raison qu'ils ont avancée, c'est qu'ils veulent combattre contre les téléphones contrefaits.
ok? Ils veulent combattre contre les téléphones contrefaits des Apple, des Samsung, des Motorola et tout ça. Bon, M. Peter, je ne sais pas si vous êtes allé dans la direction générale des Apple ou bien la direction générale des Motorola. Mais en fait, j'ai un projet, par exemple, que je travaille avec Ericsson. Je suis intégrateur. Ce projet-là est récent. On est même à l'étape d'implémentation. Donc, je travaille en fait avec Motorola et Ericsson. Donc, je les aide à déployer une nouvelle technologie dans des entreprises en fait anglaises. Donc, ça, c'est vraiment chaud, quoi. Je travaille sur ce projet pour le moment. Donc, je connais bien ces boîtes-là. Donc, par exemple, Motorola, Ericsson ou bien Apple, ce sont des très grandes boîtes. Très grandes. Quand je vous dis des grandes entreprises, le budget d'abord, leur budget, c'est plus, je ne sais pas, c'est pas comparable au budget de l'État d'abord congolais. Ils ont de budget, non, 50, 100 milliards de dollars. Mais comment vous allez combattre contre les téléphones contrefaits des entreprises comme ça quand ils ne vous ont pas mandaté? Donc tu combats pour une entreprise comme Apple, pour une entreprise comme Motorola et Ericsson, ils ne t'ont pas mandaté à les faire et ils ne te payent pas. Comment tu combats contre contrefait quand on ne te paye pas? Ça, c'est déjà une raison qui ne tient pas debout. Mais j'ai entendu aussi parler de l'histoire de l'email number. Donc, les numéros, par exemple, le numéro IMEI. Je vais un peu expliquer à nos téléspectateurs pour comprendre. Très bien. Le numéro IMEI n'est pas juste attribué d'une façon superficielle. Non, il y a une organisation mondiale qui est en charge d'attribuer ces numéros IMEI. Ces numéros-là IMEI, on donne à chaque entreprise un espace. On peut peut-être dire, Mr. Peter Tchani, vous avez votre entreprise qui s'appelle Motorola et ça, c'est l'espace qu'on vous donne pour la fabrication de vos téléphones. Donc, ça commence par exemple à 1 juste un exemple, jusqu'à 1000. Mais c'est vraiment un espace grand parce qu'ils fabriquent beaucoup de téléphones. Donc, c'est vraiment une grande espace. On te donne cet espace-là, on dit, toi, tu vas juste fabriquer tes téléphones à partir des syringes. Et l'autre fabricant aussi, on lui donne son espace. Et l'autre qui vient, on lui donne son espace parce qu'il y a beaucoup de fabricants de téléphones. En fait, notre frère aussi des États-Unis, avec son appareil Okapi. Okapi. J'ai oublié le nom du le professeur, le nom aussi m'a échappé du professeur. Mais le professeur, lui aussi, a fabriqué ces téléphones. Mais si vous regardez ces téléphones-là, l'apparence, des fois, ça paraît comme c'est un téléphone Apple. Mais ça ne veut pas dire que c'est un contrefait. Parce que lui aussi a son propre espace. Donc, pour moi, déjà, les termes contrefait, ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Ça ne tient pas debout. Le téléphone contrefait n'existe pas. Parce que s'il y avait des contrefaits, s'il y avait à se battre contre les contrefaits, ce sont ces boîtes-là, ces entreprises-là qui devaient se battre contre ça. Et aussi, je pense bien que ça allait se faire en Europe plus avant de venir ici. Au niveau de ces sociétés-là. Au niveau de ces sociétés et au niveau de... parce que tous nos téléphones qu'on utilise ici, même les Apple et tout ça, c'est fabriqué en Chine. Hein. Ce n'est même pas fabriqué en France. C'est fabriqué en Chine, Inde, mais oui. Regardez en fait sur la couverture, tu verras Made in China. Même Apple fabrique... Même ce que vous avez en Angleterre. Mais oui, c'est fabriqué en Chine pour la main-d'œuvre. Ils ne peuvent pas peut-être fabriquer ça en Angleterre ou aux États-Unis parce que la main-d'œuvre va être coûteuse et ils vont aussi augmenter les prix de l'unité. Donc ils veulent plus fabriquer ça dans ces pays-là pour que la main-d'œuvre en fait soit réduite et quand ils vont vous vendre, ils les vendent à des prix abordables. Donc pour vous dire que tout fabricant a son espace IMEI. Les contrefaits, s'il y avait des contrefaits, c'est en Europe qu'on voulait se battre contre les contrefaits. Mais comment vous, Congolais, on ne vous paye pas et vous voulez dire que vous combattez contre les contrefaits et vous combattez contre les contrefaits, vous ne savez même pas les concepts, comment les téléphones sont fabriqués. Donc cette raison-là, je trouve que ce sont des raisons qui ne sont pas valides. Mais, pourquoi oui? Pourquoi la RAM? Pour moi, personnellement. Mais je ne suis pas affecté. Pourquoi la RAM, pour moi, est nécessaire? En fait, au Congo, le secteur formel est vraiment réduit comparé ou par rapport au secteur informel. Secteur formel, quand je dis secteur formel, je vois des grosses boîtes comme Vodacom, Airtel et tout ça. Ça, ce sont des boîtes qui payent directement les taxes à l'État d'une manière déclarative. Ils déclarent leurs bénéfices, qu'on a fait un bénéfice de ça, et l'État calcule le pourcentage. Je ne sais pas si c'est 30, 40%. Par exemple, nous, en Angleterre, c'est à 19%. Quand tu fais tous des bilans, à chaque fin de l'année, tu payes 19% de tes recettes à l'État. Ici, je ne sais pas c'est à combien de pourcents, mais ces entreprises-là payent quand même leur redevance à l'État. Mais maintenant, dans les secteurs informels, par exemple, les gens qui vendent de la bière à la cité, de la boisson et tout ça, on sait que ce sont des petits commerces. Je comprends, ce sont des petits commerces qui permettent aux gens de vivre du jour au jour. Mais en Angleterre aussi, les taxes
les gens qui vivent du jour au jour payent aussi la taxe. Il faut que l'État trouve un moyen de prélever les taxes parce que l'État fonctionne qu'avec des taxes. En Angleterre, ils n'ont pas de minerais, ils n'ont pas de cobalt, de diamants, non, ils n'ont rien. Et l'Angleterre, il est parmi les 5 en puissance mondiale. Mais il fonctionne comment? Il fonctionne rien que prélever les taxes. Prélever des taxes aux citoyens. Ils ne vivent que de ça. Donc, je veux dire que l'État congolais doit trouver un moyen de prélever les taxes dans de petits commerces, dans le secteur informel. Mais maintenant, ces taxes-là, je ne dis pas que ça doit être prélevé d'une manière à faire payer la RAM, mais je trouve que la RAM, ça peut être une technologie qui peut être utilisée pour prélever ces taxes-là. Pour soutirer de l'argent. Pour soutirer de l'argent. On se dit déjà que si quelqu'un est capable de s'acheter un smartphone, quelqu'un est capable de mettre des crédits à 5 $, 3 $, 2 $, ça veut dire que la personne a déjà résolu le problème de la faim. Si quelqu'un me dit qu'il a non, faim... ici, c'est pas comme ça. Quelqu'un a iPhone X ou 12, mais il dort au salon de l'équité, quoi, là. Mais c'est qu'il y a un problème quelque part, M. Peter. Le Congolais, il est comme ça, non? Vous ne savez pas. Mais c'est que c'est un changement, que les gens doivent changer cette culture. Il faut les aider à changer cette culture. Peut-être en Quelqu'un faisant... organise une fête de 1 000 $, demain matin, il n'a pas l'argent d'acheter du thé. Mais peut-être en faisant ça, à commencer à prélevant la taxe, peut-être ils vont être enseignés et changer leur culture. Mais ce que je voulais juste dire, c'est quoi? L'État doit trouver un moyen de prélever les taxes aux individus. Mais non, l'État aussi a sa part de responsabilité. Tu ne peux pas prélever les taxes aux citoyens démunis sans pour autant leur expliquer ou être transparent pour leur démontrer que les taxes à prélever sont dirigées dans des projets à caractère social. Par exemple, construction des écoles, construction des routes ou bien peut-être création d'emplois. Parce que ces taxes-là que tu prélèves, ça peut aussi créer des emplois en fait. Tu peux aussi créer des emplois à partir de la redevance en fait. L'État peut créer des emplois énormes. Le projet que je te vous montrer, c'est juste des projets juste pratiques pour que nos spectateurs puissent nous comprendre. Mais j'ai des projets aussi en secteur des télécoms, mais qui sont des projets en fait énormes. Dans la fibre optique, comment aider l'État à pouvoir bien rentabiliser la fibre optique qu'on a en fait sur place. L'État a mal géré ces projets. Exact. Comment ça? Mais juste... La fibre optique qui est venue là, on en a parlé, la fibre optique. Exactement. Mais beaucoup de gens disent que vous avez plus de théories de l'étranger et vous n'êtes pas connecté à la réalité du terrain. Il faudrait que la fibre optique passe logiquement avec nos infrastructures pour que nous ayons une bonne qualité. Bon, ok. Juste pour répondre à votre question, si quelqu'un dit que je suis dans la théorie ou tout ça, non, je ne suis pas dans la théorie. Moi, je suis quelqu'un de pratique. Je configure les grands routeurs, les grandes switches dans des grandes boîtes de télécom. Si je commence à te donner la matière des technologies, je suis CCI. En fait, c'est les derniers niveaux d'ingénieurs des télécoms ou bien des réseaux informatiques ou des réseaux de télécoms. Je suis là, les tops, dans les derniers niveaux. Si on regarde les tops en Angleterre, je suis cité. Et je suis aussi très connu. Okay? Donc, moi, je ne parle pas... je suis très connu, en fait. Trop de théorie et de pratique. Non, j'ai trop d'expérience. J'ai trop d'expérience et je peux ici, je ouvre mes ordinateurs, je peux directement me connecter dans nos équipements et je te montre, des histoires pratiques. Je suis quelqu'un de pratique. Donc, mais avant d'abord d'être quelqu'un de pratique, il faut d'abord concevoir la chose. Pourquoi beaucoup de projets ici en Afrique ou au Congo? Parce que quand je dis en Afrique, c'est pas vrai. Parce que je déploie les projets au Sénégal, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Qatar, Dubaï, et ils ont leur méthodologie qui est la même méthodologie qu'en Europe. Qu'est-ce que je vais dire par là? D'abord, pour faire un projet, pour concevoir un projet, il faut d'abord réfléchir et faire un design. Tu ne vas pas dans un projet directement commencer à connecter les câbles. Tu connectes quoi? Tu connectes quoi et pour faire quoi? Et pour quel objectif? Donc, pour connecter, il faut d'abord concevoir un système. Il faut concevoir les designs, il faut regarder tous les constraints, il faut regarder tous les pays en globalité et voir, OK, cette technologie-là que je déploie, quels sont les bénéfices qu'il va apporter à ma population. En fait, pour revenir à la question de la fibre optique, juste que les bases ou la fondation a été mal faite. Comment? Parce que... Ils vont vous répondre, ils vous suivent. Oui, j'aime bien aussi avoir des challenges. Okay. Je peux me mettre aussi d'autres personnes de la technologie que je peux avoir des discussions et faire des débats. J'aime aussi ça. Okay. Donc, parce que ce que je parle, ce n'est pas du blabla. Il faut que quelqu'un vérifie la véracité de mes informations.
Du choc des idées. Choc des idées, que jaillit la lumière. C'est que moi, je fais des confrontations. Moi, je veux que les gens me critiquent. Moi, je veux que les gens me posent des questions. Alors, sur la fibre optique. Exactement. Sur la fibre optique, le projet a été mal conçu. A été mal conçu. Comment? Parce que l'État, normalement... C'est en termes de millions de dollars. Hein? Oui, effectivement. Voilà maintenant. C'est ça le problème. L'État ne dépense pas l'argent comme ça. L'État n'investit pas dans la technologie parce qu'il ne va pas être capable de générer ou bien de mettre de l'argent. Parce que la technologie, quand ça apparaît aujourd'hui, 2 mois après, il y a une autre qui est sortie sur le marché. Tu dois faire les updates. Mais à part les updates, d'abord, il faut maintenir ce que tu as sur place. C'est ce qu'on appelle le OPEX. Donc le OPEX pour maintenir, ça te coûte cher. Ça veut dire que tu dois payer les ingénieurs qui doivent maintenir ça, tu dois payer les ressources, tu dois toujours... Donc il y a beaucoup de dépenses qui est liées à l'opération ou bien à la maintenance de ces systèmes. Normalement, l'État, pour moi en fait, ma conception, si c'était moi en fait, c'est lui qui a fait les designs de la fibre optique, j'allais dire à l'État, la fibre optique est arrivée au niveau de Mwanda, tu les laisses là. OK? Tu laisses la fibre optique là, tu crées juste un data center pour mettre des équipements qui va faire ce qu'on appelle les dispatchs des connexions. Et ça ne va pas te coûter cher. Tu fais ce qu'on appelle dispatch des connexions et tu obliges aux entreprises de télécom d'investir de l'argent pour amener cette fibre optique vers leur réseau central à Kinshasa et au niveau des provinces. OK? Ce sont eux à investir. Parce que ce sont eux qui vendent le produit comme Internet. Data center, là, ça va se passer comment? Ça fonctionne comment? Vous faites quoi? Ça reçoit les connexions, ça dispatche? Ça dispatche en fait. Tu vois, il y a des équipements de dispatch, des connexions des fibres. Donc vous pouvez avoir, parce qu'il y a beaucoup d'équipements, il y a les routeurs qui entrent là-dedans, il y a des dispatchs de la fibre optique, si c'est un single mode ou bien multimode, fibre et tout ça. Il y a beaucoup de concepts techniques qui entrent dedans. Mais je te dis juste, data center, ça veut dire qu'une salle qui va régorger les équipements télécoms. Mais les équipements télécoms, il y en a plusieurs. Okay? C'est la raison pour laquelle j'ai juste pris les termes data center. Et ça, l'État va répartir la connexion aux entreprises de télécoms. Et ce sont eux d'investir de l'argent pour amener la fibre optique à Kinshasa, pour amener la fibre optique à Lubumbashi et tout ça. Mais pourquoi eux doivent investir? Parce qu'ils sont obligés d'investir. Pourquoi? Parce que les réseaux, par exemple, quand on parle du réseau 4G ou des réseaux 3G, il y a une organisation qui s'appelle FreeGPP. FreeGPP, c'est une organisation en fait qui donne des spécifications techniques qu'un réseau 4G doit remplir. Mais chez nous, les réseaux qu'on vous vend 4G, 3G ne remplissent pas les spécifications techniques. Les 4G que nous avons ici. Ça ne remplit pas les spécifications techniques. Où tu cliques comme ça commence à tourner. Exactement. Tu te demandes ça, c'est 1G ou 1,3G. Exactement. Donc, ça ne remplit pas les spécifications techniques. Donc, c'est là où l'État devrait leur pousser, dire que vous vendez des produits qui sont en fait contrefaits. Ce sont des produits que vous devez appeler contrefaits. OK? Combattre sur le vol, en fait, le vol des unités des utilisateurs. Parce que quand toi, là, tu dis ça tourne, là-bas, il te coupe. Oui, ça me coupe comme RAM. Exact. Il te coupe. Et tu as absolument aussi rien. Tu ne t'es pas connecté sur YouTube, tu n'as pas regardé la vidéo. Si ils avaient déployé un vrai forger, M. Peter, vous n'aurez pas dû peut-être dépenser beaucoup d'argent sur une chaîne de télévision. Vous allez juste avoir des bonnes caméras et avec de bonnes salles et aussi avec une chaîne bien digitale sur YouTube. Et tout le monde ici au Congo pouvait aller juste à regarder vos émissions en direct sur YouTube. Et ça allait aussi réduire le coût de votre entreprise. Vous voyez, donc ça veut dire que l'État, tous ces systèmes, ce qu'on appelle digital, ça se connecte et ça permet à tout le monde de bénéficier. Et maintenant, quel rapport avec la fibre optique? Les rapports avec la fibre optique, c'est que je ne sais pas là où ils sont arrivés avec le projet. Parce que ils sont en train de creuser. Je l'ai vu, ils étaient en train de creuser, de casser des endroits. Mais pourquoi? Avec les PAU et les autres. Vous créez des histoires peut-être qu'à la longue, vous n'allez pas être capable de maintenir. Et vous les créez à quelle fin? Et quel est l'objectif? Quel est le modèle? Moi, j'aimerais bien que quelqu'un me donne le modèle, que le concepteur de ces types, au lieu de critiquer, parce que des fois, tu critiques, mais peut-être c'est mieux que quelqu'un te présente en fait l'aspect global du projet et à partir de là, tu peux apporter
T'es critique. Donc, j'aimerais bien que quelqu'un me donne ce document-là. Mais j'ai fait beaucoup de design, en fait, sur le domaine des télécoms. Mais déjà, en voyant comment ils ont procédé à faire les choses, pour moi, je pense que les bases n'étaient pas... Ils ont fait perdre de l'argent à l'État. Des millions. C'était, en fait, le million que l'État dépense, c'est des millions que les entreprises privées comme Vodacom, Airtel, Africell, c'est des millions-là que ces entreprises-là devaient dépenser. Parce qu'ils soutirent ces millions-là aux utilisateurs, mais ils ne leur offrent pas un bon service au retour. La fibre optique est mieux que ce que nous faisons ici avec les réseaux. La connexion est tire, ça aussi, il n'y a pas de... Non, en fait, les réseaux mobiles, par exemple, comme vous avez ici, donc, ça s'explique en fait. Parce qu'on ne peut pas prendre un câble fibre optique directement à partir de l'antenne et venir connecter sur le téléphone. Et là, ça commence à te Je me promène avec ça partout. Non. On ne peut pas faire ça. Mais il y a maintenant une technologie qui fait quoi? Par exemple, avec les entreprises en 4G, les antennes que vous voyez, ils ont déployées là, ces stations-là, on les appelle e-Node B. Ces e-Node B là, ils ont des antennes et ces antennes-là, ils ont des capacités en fait de transmission très puissantes et ça permet à ce que ton téléphone puisse avoir un signal aussi puissant à leur base, bon, parce que si tu es ici à Gombe, tu es connecté à une station, si tu te déplaces à Lingwala, il y a aussi une station qui va prendre une relais. Mais ils doivent déployer une bonne puissance pour que ton téléphone puisse avoir une bonne puissance au niveau de leurs antennes. Et il y a des politiques de ce qu'on appelle modulation et tout ça, qui s'est fait à l'intérieur pour permettre à ce que le signal puisse traverser à grande distance. Et à partir de ces e-Node B, il y a maintenant la fibre qui quitte là, aux équipements de télécom, pour aller dans leur réseau central. Mais je pense que ces câbles-là qui quittent, deux fois, ils ne montent pas la fibre optique, ils mettent juste un autre faisceau hertzien qui mettent en fait ces antennes qui se connectent à leur réseau central. Et ces faisceaux hertziens, avec leur réseau central, la vitesse qui est là, c'est vraiment une vitesse réduite par rapport à la vitesse qui devait être transmise à la fibre. Ouais. Et s'il y a beaucoup d'utilisateurs qui se connectent au même moment, vous constatez maintenant qu'il y a de la lenteur. Et si l'ARTPC faisait bien son travail, c'est là où il devait réguler les marchés. C'est là où il devait pousser aux entreprises pour leur dire que vous ne fournissez pas des services en fait forgés des spécifications techniques. C'est là où il faut avoir de la matière pour comprendre les rôles de la RTPTC. Mais leur rôle, ils ne protègent pas les utilisateurs. Ils sont dans RAM. Mais ils sont dans RAM, mais vous prélevez l'argent de la RAM, mais vous ne faites pas votre boulot. Parce que votre boulot, c'est aussi protéger l'utilisateur final. Prélevez l'argent, mais protégez l'utilisateur. Faites pression aux entreprises de télécom de délivrer un bon service aux utilisateurs. Et là, votre RAM aura un sens, en fait. OK? Aura un sens. Donc, vous faites un boulot à moitié. Vous vendez juste des fréquences, mais vous ne vous occupez pas d'autre chose, quand même. Ou bien c'est faute de connaissances, mais s'ils ont en fait faute de connaissances, appelez-nous les experts, on va vous expliquer, on va vous aider à implémenter. Ça se passe comment chez vous en Angleterre pour les téléphones? Il n'y a pas de RAM? Quand vous achetez les téléphones, ça se passe comment? Chez nous en Angleterre, quand on achète, chez nous on ne recherche pas des crédits comme ici. Donc chez nous là-bas, on achète les téléphones en termes de contrat. Donc tu as ton contrat et on te donne l'Internet. Ça combien de durée le contrat? Bon, les téléphones peuvent être, ça dépend. Si tu as ton propre téléphone, tu peux juste avoir la SIM, mais la SIM tu le prends en contrat. Donc ça veut dire qu'on te donne l'Internet illimité et tout ça. Tu peux avoir une durée d'une année, 2 ans. Ça dépend du contrat que tu signes avec l'opérateur. Maintenant, on paye un forfait. Ce forfait-là, peut-être c'est $20, $30 par mois. Et à partir de ces forfaits, moi, en fait, je ne sais pas si l'État soutient aussi quelque chose pour son fonctionnement. Mais on a une organisation là-bas similaire à l'ARTPC, que nous, on appelle Ofcom. Ofcom, c'est une agence de régulation. Mais là-bas, on recrute des têtes. Ce n'est pas juste que tu viens, tu ne te connais pas en télécom, tu viens, non, je vais être le chef. Tu as des bonnes relations. Exactement, avec, je vais être le chef de Ofcom. Ofcom, tu dois être capable de comprendre qu'est-ce qu'est la 4G, qu'est-ce qu'il délivre, quelle est la technologie employée. Parce que pour protéger les utilisateurs, tu dois connaître la technologie de fond en comble. Okay? Si tu ne connais pas la technologie, comment tu vas les connaître? Mais bon, on peut dire des fonctions politiques, tu peux être PDG et tout ça, mais tu dois t'entourer des experts. Sinon, c'est compliqué. Sinon, c'est compliqué. Nous sommes en train de chuter dans cette émission. Exact. Je suis très content d'avoir un Congolais qui est visiblement dans le domaine des high-tech, digital, technologie. Merci. Vous avez fait vos études où c'est? J'ai fait mes études à la prestigieuse université de Birmingham University, c'est en Angleterre. Et c'est une procédure en tout cas. Ça, c'est parmi les grands. C'est comme MIT aux États-Unis? Ah oui, c'est parmi les grands. Tu sors là, tu as la tête, quoi. Donc, je suis formé là-bas en électronique et Communication System Engineering. Et j'ai fait mon travail sur la géolocalisation.
la géolocalisation, par exemple, de satellites Galileo et tout ça, les GPS. Et mon travail de fin d'études, aujourd'hui, s'est transformé en cours là-bas dans cette université. On enseigne les étudiants à partir de mon cours. On a appris que vous êtes très brillant, très intelligent. Vous avez fait l'ISTA à Kinshasa? J'ai fait l'ISTA à Kinshasa. J'ai fini ici à Kinshasa à l'ISTA. Et je suis ingénieur en électronique en ISTA. Mais quand je suis allé en Europe, j'ai commencé en tout cas mes études à zéro. Pour les jeunes qui veulent devenir comme vous, ouais. Un jour, le secret c'est quoi? Pour tous les Congolais qui vous ont suivi aujourd'hui? Il y a d'abord pour tous les Congolais qui m'ont suivi aujourd'hui, juste d'aborder au domaine des études, même si je te donne mon niveau d'études, mais je n'arrête jamais à apprendre et à étudier. J'ai par jour 3 heures à 4 heures juste d'études que je fais, ok, pour comprendre, pour essayer de maîtriser bien mon domaine. Donc j'étudie chaque jour. Bon, peut-être je suis aussi au Congo parce que j'étais très embrouillé une semaine, j'étais trop occupé, mais quand je suis chez moi à la maison, il n'y a pas autre chose que travail et études. Donc j'apprends aussi chaque jour. Donc je ne suis pas super connaissance de tout ça. Et j'ai aussi des domaines que j'aimerais bien apprendre. J'apprends chaque jour. Donc j'aimerais bien donner conseil à nos jeunes et tout ça, d'avoir ces soucis-là, d'apprendre. Aujourd'hui, tu peux apprendre de partout. Au lieu de perdre ton temps sur YouTube, regarder des vidéos qui ne t'apportent absolument rien. Ou sur TikTok. Exactement. Mieux vaut perdre ces unités-là à des émissions ou bien à des émissions ou bien à des enseignements sur ton domaine qui peut t'apporter une connaissance, qui peut t'apporter quelque chose, ou discuter même avec la personne qui connaît. Donc, le projet de futur, en fait, je vais revenir au pays, je vais installer un grand centre des télécoms pour former juste les ingénieurs congolais. C'est important. Leur former, exactement, très important. pour leur former la technologie et tout ça, pour leur apprendre. Donc, je vais faire ça et j'aurai aussi un domaine de collaboration avec autre personne qui voudra peut-être donner des cours à distance, leur donner une matière. Et prochainement, quand vous reviendrez, l'émission Question Publique sera avec public, parce qu'on fait aussi avec public. Exact. C'est à cause du Covid qu'on avait un peu stoppé, où il y a le public est fait des étudiants, où vous allez avoir le temps pour aider aussi nos jeunes ici. Le secret de la réussite, 3 éléments, c'est quoi selon vous? C'est le travail, c'est la persévérance, l'objectivité et Dieu. Mettez Dieu au centre de tout. Très bien. Ouais. On a fini. Pour résumer votre communication d'aujourd'hui, c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce que les Congolais doivent retenir? Digitaliser Kinshasa? Les Congolais doivent retenir que... Faire des imprimés des valeurs? Pour vous résumer, les Congolais retiennent quoi? Les Congolais doivent retenir, les décideurs doivent retenir qu'il n'y a pas impossible. Digitaliser la ville, digitaliser le Congo, c'est possible. Rentabiliser les recettes ou augmenter les recettes, c'est possible. Mais faites-le d'une manière efficiente et bonne. Donc, il faut contacter les experts et travailler avec vos propres frères qui peuvent vous aider à implémenter tous ces systèmes-là. Donc, moi, je dirais que si vous avez besoin de nos contacts, M. Peter Chani est là et il pourra toujours vous rediriger vers nous. Donc, tout à fait, avec Mouya, merci à lui, clin d'œil à lui. Mouya pour ce grand travail qu'il a fait dans le coulisses, pour que vous puissiez communiquer. Quand vous reviendrez, ne manquez pas, on va organiser des grands ateliers. Ça, c'est un ami d'enfance. Donc, très bien. C'est vraiment mon ami d'enfance et il est toujours avec moi. Clin d'œil à lui. Exact. C'est lui qui a été à la manœuvre pour que nous puissions vous avoir, parce qu'il faut dire que vous avez un agenda très chargé. Exact. Et vous êtes toujours avec vos 2 machines. Ce que vous faites, on ne comprend pas. Non, c'est 3 en fait. C'est 3, hein. Même dans le bureau là-bas, on ne comprenait pas ce que vous faisiez. Non, c'est trop de réunions et tout ça, parce que quand je suis venu, je n'ai pas pris aussi des vacances, donc j'ai travaillé à distance. Donc il y a des réunions qu'il fallait attendre, il y a des problèmes qu'il fallait résoudre, il y a des documents qu'il fallait envoyer et tout ça. Donc j'ai pas. Mais quand je reviens, après, je vais prendre des vacances et tout ça. Très bien. Là, on aura le temps de... On peut avoir des passeports à bas prix, on peut avoir des cartes pour citoyens, cartes d'identité digitalisées, on peut avoir les permis de conduire digitalisés, c'est faisable. Pas les histoires biométriques que nous avons passées aujourd'hui, mais un truc réellement digital. Mais pourquoi pas la carte d'électeur aussi? Comme ça, on va contrôler l'élection à temps réel. Parce que quand quelqu'un vote, c'est tout. Vous n'avez pas besoin qu'on t'imprèmette cette imprimante-là, cette couleur-là, et directement tes données sont transférées dans la centrale. On peut avoir une estimation qui a gagné les élections juste la nuit. Ah, ça devient compliqué. Ok. Ce domaine-là, il ne faut pas chercher des... Non, pourquoi pas? Non, j'ai dit pourquoi pas aussi essayer de les aider dans ce sens-là. Donc c'est tout. Mais on ne demande pas de marcher, quoi. Pourquoi pas. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, ingénieur Sylvain Moubenga d'être passé chez nous. Merci. La porte est grandement ouverte. Vous avez
tout le soutien des DINFIS de ce pays, qui sont fiers d'avoir un DINFIS du côté de l'Angleterre, mais en train de rencontrer des gens de la diaspora comme vous. C'est dans mon parcours, c'est quand même assez rare. Hein. Ouais. Nous avons une image de la diaspora. Bon, c'est vrai que moi, je suis en contact permanent avec des combattants qui sont dans leur combat. Bokechu, le vieux Bokechu et les autres. Mais ça, c'est une autre image de la diaspora. Ok. J'avais bien voulu donner une autre image de la diaspora. Et je vous dirais que ce n'est pas juste limité à moi. J'ai des ingénieurs. Bon, il y en a beaucoup. Quand je dis j'ai des ingénieurs, mais je connais quelques ingénieurs congolais aussi qui vivent en Angleterre. Par exemple, dans le domaine de l'aviation, en fait. Il y a un qui a fait une proposition pour la réforme à l'aéroport d'Ndjili dans tous les aéroports. C'est un ingénieur très brillant qui travaille à NAT. À NAT, c'est quoi en fait? C'est une entreprise comme RVA qui travaille sur la régulation, la régulation des trafics aériens. Donc, c'est un ingénieur très brillant dans le domaine des constructions et tout ça. Merci. Donc, il n'y a pas que moi. Merci. Donc, il y a des Congolais dignes. Hein? Dignes. Le professeur de Okapi a créé un téléphone. Vous avez un Congolais ici. Aujourd'hui, il faut vendre cette image du Congolais de la diaspora aussi, qui a quelque chose, qui sait communiquer et qui est spécialiste dans le domaine, qui peut apporter un plus dans son pays. Communiquer positivement en tout cas. Il ne faut pas juste nous voir comme si des gens violents et tout ça. Il n'y a pas des gens qui ont étudié. Non, il y a des gens qui ont suivi une cursus normal. Mamissa Tshibambe depuis la France. Je vous attends à Kinshasa aussi parce que vous avez beaucoup de choses à faire. Clin d'œil à toi, Mamissa. Et je n'ai pas oublié Miraldi et Chloé, mes loulous. Pour son édifice, le Congo a besoin de la participation de nous tous. C'était Peter Tiani et l'ingénieur Sylvain Moubega. Mesdames, et messieurs, cette émission qui était en direct, que vous allez nous suivre dans les réseaux sociaux et toutes les plateformes, est terminée. Au revoir. Merci. Merci. Merci, M. Peter. Vous êtes là, hein? Ah, ok.